Alors c'est parti pour le débrief aujourd'hui avec Alain Staron à mes côtés en plateau, président d'Artifil. Et puis on aura aussi en visio, mais un petit peu plus tard, Cédric Atlan de chez Meta qui lui sera en direct du Festival international de la créativité, le Festival Cannes-Lyon, où il déploie des espaces expérimentaux. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais d'abord on va revenir ensemble, Alain, sur Vivatech, salon que vous avez également suivi. J'y étais même avec une présentation de notre start-up. Super. Alors, on ne s'est pas croisés à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de choses à voir, donc c'est très bien, on va être complémentaires. Je propose qu'on démarre déjà avec une vidéo qu'on a tournée sur un stand d'une start-up française qui propose une solution en fait, qui permet d'ajouter une expérience olfactive dans la réalité virtuelle. Ça s'appelle Olfi. J'ai rencontré sa présidente sur le stand et Clotilde Dubernay va tout nous expliquer. Alors pour ce Smart Tech spécial Vivatech, on s'est aussi arrêté dans un stand qui va nous parler de réalité virtuelle, mais encore d'une façon différente. Ça va être plus le travail autour de nos sens et nos sens olfactifs. On est chez Olfi, donc start-up des Pays de la Loire. Vous êtes à Laval, installé à Laval, et je suis avec Clotilde Dubernay, vous êtes la présidente d'Olfi. Tout votre travail réside dans ces boîtiers qui équipent un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Tout à fait. Donc bonjour, enchantée. Donc j'ai créé la société Olfi qui développe cet outil. C'est une solution qui permet en fait d'ajouter la dimension olfactive aux expériences de réalité virtuelle. Ça marche en fait avec ce système qu'on vient adapter sur les casques. On peut vraiment s'adapter à tout type de casque de réalité virtuelle qui existe. Là, c'est un prototype pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un prototype qu'on présente. Parce que ça semble pas très bien intégré. Voilà. J'imagine que demain, ce sera davantage intégré dans le casque. Donc déjà, on aura évidemment une solution plus aboutie. Aujourd'hui, en fait, on est sur une solution en deux parties. Une partie qui va piloter toute la partie diffusion. Donc, on a un système autonome sur batterie qui fonctionne avec du Wi-Fi ou du Bluetooth, vraiment en fonction du besoin. Elle est où la batterie là? Elle est là-dedans. Elle est là. Ça, c'est que la batterie. Ça, c'est que la batterie qui vient piloter en fait la partie que j'appelle ici diffusion, qui vient en fait je sais pas si on va voir. montrer. Donc ça fonctionne avec des capsules de parfum qu'on recharge. Donc là, on peut recharger soi-même. C'est vraiment des petits flacons de parfum qu'on vient positionner à des endroits définis pour la diffusion. Ah, parce que selon je pose mon parfum ici ou là, c'est pas la même chose. Non, vous avez en fait 5 possibilités de mettre des parfums, donc 5 parfums différents que vous allez pouvoir sentir lors de votre expérience de réalité virtuelle. Et comment je les active alors? Et comment on les active? Donc cette activation, elle se fait grâce à l'expérience de réalité virtuelle que vous visualisez dans le casque. Donc en fait, c'est l'application qui va contrôler et qui sait en temps réel si vous êtes par exemple dans un champ de lavande. Vous êtes dans un champ de lavande, ok, donc j'active l'odeur lavande qui est présente dans le dispositif. Et la communication entre mon environnement virtuel et le déclenchement du dispositif, ça se fait par quoi? Par un algorithme, voilà, un logiciel qui permet justement de communiquer et d'envoyer en fait des requêtes, et justement de faire ces demandes et de faire cette diffusion. C'est quoi? C'est du Bluetooth? Alors vous pouvez soit choisir en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Ça peut vraiment les deux fonctionnent très bien. D'accord. Et là vous avez déjà un partenariat avec un fournisseur de casques, un fabricant de casques, pardon? Alors pour l'instant non, parce qu'on essaye vraiment de développer le produit dans un premier temps pour qu'il s'adapte sur un maximum de casques. En fait aujourd'hui la problématique des fabricants de casques, ça va plutôt être de travailler sur leurs solutions, de les rendre les plus autonomes possibles, les plus performants possibles et aussi miniatures. Donc eux ils ont vraiment et moins cher aussi effectivement. Donc ils ont vraiment des objectifs très précis. Et donc quand ils auront atteint ça, là ça pourrait être intéressant de trouver une collaboration. Mais ça moi veut ça dire me que permet. Vous positionnez vraiment très en amont de la. Voilà, c'est ça. Ça me permet en fait de me développer, de faire étape par étape, de tester, d'avoir des retours et d'affiner en fait en fonction des retours du terrain. Et donc il faut trouver des investisseurs qui vous suivent comme ça sur le long terme en se disant finalement il n'y a pas tout de suite un marché à conquérir, mais c'est peut-être dans 1 an ou 2 ans. Alors oui, on peut travailler évidemment avec des investisseurs pour développer le projet. Après, aujourd'hui, il y a des besoins qui existent. Les entreprises de casques de réalité virtuelle ne vont pas révolutionner leur solution d'ici 1 an ou 2, ça demande beaucoup de temps de développement. Donc ça me permet quand même aujourd'hui de travailler sur différents secteurs
secteurs d'activité. Donc ça peut être sur du marketing, de la communication, dans des showrooms, vraiment expérience client multisensorielle, où vraiment on travaille sur tous les sens. On a également beaucoup de demandes sur de la formation. Je vais dire une bêtise, mais vous travaillez avec des parfumeurs, par exemple? Par exemple, tout à fait, oui. Dans l'équipe, on a des partenaires qui sont là pour développer des parfums sur mesure quand il y a besoin. Tout dépend vraiment du cas d'usage. Si on travaille avec un LVMH, par exemple, eux ont déjà leur créateur de leur création de parfum, donc on a juste à s'adapter. Enfin, ils ont juste à entrer leur parfum. C'est un dispositif que vous rajoutez dans leur... C'est ça. Mais sur d'autres cas d'usage, on va vraiment développer des parfums sur mesure, complexes, pour répondre aux besoins. Donc ça veut dire que chez Olfi, vous avez des parfumeurs, enfin des nez qui travaillent avec vous? Alors ils ne sont pas directement dans la société, mais on a des partenariats tout à fait avec des nez, des ingénieurs chimistes également qui sont capables, c'est très complémentaire, de créer vraiment toutes les odeurs qu'on veut en fait. Et c'est un dispositif qui est plus simple à embarquer qu'une combinaison, créer des interfaces haptiques finalement. Est-ce que c'est pas la première chose évidente? Tout à fait. En fait, nous, on a vraiment essayé de travailler autour du sur, sens olfactif avec un dispositif qui est très léger. Qui est très léger, qui est embarqué pour qu'on puisse vraiment avoir une expérience nomade, qu'on puisse vraiment l'utiliser partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un casque, donc on est très local en fait au niveau du nez. Et donc ça permet de travailler sur des petites quantités de parfums, de ne pas avoir de soucis de rémanence d'odeur dans l'air, ce qu'on peut souvent trouver quand on travaille sur des gros volumes. Donc voilà, ça a beaucoup d'avantages finalement. Et alors il est diffusé où le parfum? Ça sort par... Et bien ça sort par en dessous. Donc c'est vraiment... Parce que là, moi, quand je porte le casque, donc ça veut dire que ça va venir par-dessus ici, voilà, les narines. Voilà, tout à fait. Exactement. Ça va pas être trop fort? Ben non, alors on peut régler, tout à fait, on peut régler l'intensité du parfum dans l'application. Parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui de la VR, c'est le mal de VR. On sait qu'on peut avoir mal à la tête quand on porte longtemps des casques de VR. Là, vous travaillez aussi sur cette problématique? Alors, pour être honnête, pas encore. Ouais. Mais ça serait intéressant de voir si l'olfactif pourrait avoir un effet sur le mal de mer qu'on peut ressentir en réalité virtuelle. Mais c'est un souci qui est plus lié en fait à l'oreille interne, parce que en fait vos moyens de déplacement en réalité virtuelle se font avec des manettes, alors que vous avez concrètement les pieds sur le sol. Et donc votre cerveau a du mal à comprendre pourquoi vous êtes en train de voler. Effectivement, mais on peut imaginer que certaines essences puissent nous ramener un petit peu à la réalité. Oui, complètement. Ouais, mais ma question c'était aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que est-ce que ça ne va pas apporter un malaise supplémentaire que d'avoir en plus à gérer le sens de... Alors il y a des études qui ont été un peu menées sur l'olfactif. Ça ne joue pas du tout sur cette... au contraire, en fait, ça renforce la présence de la personne dans un environnement virtuel. Ça renforce vraiment le côté réel du virtuel, finalement, grâce à ça. Et alors votre idée de départ, au départ c'était ça le projet d'Olfi tout de suite? Alors non. Au début, j'avais envie de développer une solution pour en fait les photos. En fait, l'idée de base, c'était de venir ajouter l'odeur sur les photos et avoir un Instagram 2.0 finalement, ou un Snapchat 2.0. Et donc là-dessus est arrivé le métavers, enfin en tout cas tous les projets autour de la VR. Alors avant ça, il y avait surtout le fait que c'est une technologie. Enfin, l'idée, c'était vraiment de se dire, j'ai mon téléphone en main. Aujourd'hui, je prends une photo du café, je capte l'odeur, je la code, je la renvoie à ma copine qui est à 500 km, je ne sais pas. Elle ouvre la photo et elle sent l'odeur. Donc ça voulait dire développer en fait une technologie qui aujourd'hui n'existe pas. Et donc c'était un choix en fait de se dire est-ce que je me lance dans des années de développement au risque de ne pas réussir. Merci beaucoup Clotilde Dubernet, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. C'est bien, c'est une réflexion d'entrepreneur là qu'on voit en marche avec nous. Tout à fait. C'est ça aussi l'intérêt d'être sur un salon comme Vivatech. On entre un peu dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Merci Clotilde Dubernet, la présidente d'Olfi. Et oui, c'était ça aussi, Vivatech, rencontrer des startups, de voir comment elles réfléchissent à leurs produits, comment elles se positionnent sur le marché. Qu'est-ce que vous avez repéré, vous, à l'instar sur Vivatech? J'ai vu, si je devais résumer, j'ai vu des ambiguïtés. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'on se cherche un petit peu. Dans quel domaine on se cherche? Tous les domaines. Honnêtement, il y a une grande tendance de fond, c'est le vert, le green, l'écologie. Ouais. Ça, c'est sûr que c'était à peu près partout, à l'exception très notable de Meta. Mais je on aura Monsieur Meta dans quelques instants. Ils sont trompés de casting, c'était pas à Vivatech qu'il fallait aller, puisqu'on était vraiment, tout le monde cherchait à faire de la technologie pour faire du vert.
Bon, avec des vraies avancées, des choses totalement bizarres. Si vous voyez, prenez la voiture, il y avait une voiture, la nouvelle Mégane, la nouvelle Scénic, pardon, qui est aux matériaux recyclés, et puis vous avez l'Audi totalement autonome. Et alors le truc du truc, pour qu'on en parle, c'est quand vous êtes en mode autonome, elle s'allonge de 25 cm pour allonger ses jambes. Et à côté, vous aviez... Oui, mais enfin, ça, c'est le côté gadget de tous ces salons de démonstration technologique. Et à côté, vous avez ces startups qui disaient la meilleure voiture, c'est celle qu'on partage. Et en fait, voilà une innovation, enfin une tendance de fond. C'est pas une innovation, c'est une tendance de fond qui fait que vous allez sur. Alors, on est en Europe, donc il y a beaucoup plus de transports en commun qu'aux États-Unis au CES. Et la RATP avait tout un panel de startups autour de comment je diminue le trajet en voiture. Au profit du vélo, au profit de je gare ma voiture, etc. Donc on sent bien que sur l'angle de la mobilité... Alors d'ailleurs, ce qu'on peut noter, parce que vous évoquez le CES de Las Vegas, ce qu'on peut noter comme différence, c'est que ce n'est pas du tout un salon de l'auto, Vivatech, hein, contrairement au CES qui joue un peu sur cette frontière. Il n'y avait que 2 modèles. Google a beau dire qu'ils avaient mis Android dans toutes les Renault. Enfin bon, on sent bien qu'ils n'y sont pas vraiment. Du côté des robots, voilà, donc, on a vu quand même quelques nouveaux robots. Il y a quelques nouveaux robots. Alors, il y a un robot qui a 2 grandes roues, qui est un peu comme un kangourou, mais ce roue, il s'est cassé la figure. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Enfin, l'idée, c'est que ce sont des robots autonomes qui font de la livraison. Vous avez de l'outdoor, vous avez de l'indoor. Enfin, on sent bien que là, des robots, j'en ai compté une petite dizaine. Ouais. Dont, vous connaissez tous le chien Spot de Boston Dynamics, racheté par Hyundai, à $75 000. Il y a un Chinois qui en fait un peu plus petit pour 15 000 €. Donc moi, j'ai tourné une petite vidéo avec une Itri, un petit robot comme ça, qui faisait peur d'ailleurs aux équipes dans les couloirs. Donc en fait, ça se démocratise. Un des messages, c'est que les robots, il y en a de plus en plus, c'est de moins en moins cher, ils sont en train de trouver leur mode d'application. Voilà. Un autre, donc je disais, c'est le vert qui m'a paru très important, à commencer par Google qui a verdi tout son stand et qui dit qu'il sera positif, carbone neutral en 2030, qu'il fait plein de trucs en utilisant les données pour améliorer l'environnement, y compris la culture, l'agriculture. Je vais mieux gérer mon maïs, moi, système expert d'IA, que le paysan du coin. On va devant... en tout cas, je vais l'aider à gérer différemment. C'est déjà compliqué de mettre de l'IA et des experts en industrie, mettre des IA et des experts en agriculture, des agriculteurs qui sont pourtant eux-mêmes très geeks. Ça risque d'être un peu plus compliqué parce que la terre, ça ne s'improvise pas quand même. Bon, bref, ils y vont et c'est très bien. Et quand on va dans cette direction, moi j'étais fasciné par tout ce qui était alimentation. Insectes, on les connaît tous, mais ils sont en train de construire des fermes de 16 mètres de haut parce qu'ils ne veulent pas trop de choses au sol. 16 mètres de haut, le cycle de vie c'est 3 mois. Et puis voilà, ils font de la protéine. J'ai juste été un peu saisi d'effroi, si on peut dire, quand j'ai compris qu'à la fin, ils les ébouillantent. Bon, il y a des milliards de, je sais pas quoi, régulièrement. Et alors, autre truc marrant, j'ai mangé des gâteaux à base d'algues. Oui. Excellent. Alors, donc, on dit c'est top, parce que les algues, il y en a plein. Le petit bémol, c'est que l'algue en question, elle ne pousse que dans un seul lac aux États-Unis, dont les peaux rouges avaient vu que les aigles plongeaient dedans pour aller la ramasser. Enfin bref, c'est un peu un mythe. Vous en racontez toute l'histoire. Oui. Mais le truc, c'est que pour la faire repousser, il met des grands tuyaux. En fait, c'est donc une culture artificielle d'algues, alors que Dieu sait si l'algue, il y en a sur Terre. Nous, on a goûté des gâteaux imprimés en 3D. Ah bah voilà, oui. Bon, c'est un peu particulier, mais l'idée, c'est quand même d'aider les pâtissiers dans leur préparation. Tout à fait. En automatisant finalement des choses qui ne sont pas très intéressantes dans la pâtisserie, comme la pâte de base. Oui, alors c'est un autre truc qui est compliqué à faire accepter, l'idée que la technologie peut non pas supprimer des jobs, mais les déplacer. C'est-à-dire que les gens font autre chose. Ouais. Sur le site de la SNCF, un robot, un chatbot, économise 1,8 million d'euros. En fait, non, il économise 40 postes. Et ça, ils ne peuvent pas l'écrire. Alors, Artifil, vous aviez un stand, mais vous étiez hébergé. Oui, chez Hardware France. Ouais. Donc Hardware France, c'est une association qui vient de se créer et qui a pour objectif de promouvoir le hardware en France. Et alors, ça peut paraître idiot si on se dit le hardware, tout le monde s'en fout, etc. N'oublions pas une chose, c'est que de plus en plus, c'est le edge computing, de plus en plus le logiciel, l'intelligence se met dans les objets, pas dans le cloud. Ce qui est vertueux pour toute la planète, au passage. Ouais. Et donc, si vous ne faites que de logiciels sans faire le hardware, un jour, les gens qui font le hardware vous diront qu'ils n'ont plus besoin de vous. Donc, on a intérêt à pousser le hardware en France.
Et donc, on est très Donc c'est une initiative intéressante à Hardware France, mais je vous disais ça aussi parce qu'on a quand même noté, enfin moi j'ai reçu pas des petites boîtes, la licorne Content Square par exemple, ou encore The Sandbox qui explose dans les technologies 3D, qui m'ont dit nous on n'a pas de stand, ou Station F encore, on n'a pas de stand parce que finalement on est un peu partout. Nos technos, elles sont adoptées par les plus grands. Exactement, en fait. Et donc Vivatech, on a vu surtout des très grandes marques s'afficher. Le secteur de la tech était davantage caché dans les moteurs. En fait, dans les moteurs ou des grandes marques qui avaient toutes leurs petits plots de petites startups autour. Donc, en fait, effectivement, la grande marque a un grand pavillon, mais derrière les startups, c'est toutes des startups de tech. Toutes. Parlez des startups, moi je vous parle des technos. Quand je vous parle de Content Square, de The Sandbox. Eux, non, c'est pas leur sujet. Ils sont déjà, en fait, ils m'ont dit, mais nous, on est déjà dans les grandes marques. Donc, en fait, on est présent sur Vivatech sans l'être. Exactement. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller jusque-là. À propos de grandes marques, moi, je comprends juste pas que dans un Vivatech qui est de plus en plus vert, on n'a pas vu Veolia Suez. Oui. Bizarre quand même. Il y avait des gens qui faisaient de la production d'eau potable. On a déjà vu ça aux US, donc des caisses qui font de la production d'eau potable sans besoin de réseau. Il y avait des gens qui font du recyclage de la nourriture pour faire des ingrédients cosmétiques. D'autres qui font du recyclage de la coquille d'œuf pour votre chat. J'ai trouvé ça et ça n'a pas l'air d'être simple. Enfin, ils y arrivent. Et j'ai même vu des gens qui font du recyclage de votre urine pour l'agriculture. Alors, on va être connecté avec un autre salon. Donc, c'est le Cannes Lyon. C'est un festival de la créativité où on y trouve à peu près tout ce qui se fait dans l'industrie de la pub, surtout. On est connecté avec Cédric Atlan. Bonjour. Vous êtes le directeur du Creative Shop chez Meta. Merci d'être connecté avec nous. Alors, je sais que vous êtes très occupé par ce salon. Je voulais vous faire réagir déjà à deux petites actualités quand même intéressantes autour de Meta. Il y a une annonce déjà d'une nouvelle académie du métavers qui va se lancer en France avec le réseau d'écoles gratuites Simplon dès la rentrée 2022. Donc ça va être accessible à vraiment un large public, puisque c'est gratuit, mais c'est aussi accessible sans diplôme. Il y a 3 à 6 mois de formation intensive individuelle et ensuite on part en alternance en entreprise. C'est quoi l'objectif de Meta avec cette initiative en France? C'est pas pour de futurs collaborateurs de Meta, j'imagine que vous faites ça. Oui, tout d'abord, bonjour. Effectivement, on a annoncé en octobre 2021, pour nous, qu'on considère comme la prochaine révolution d'Internet. On a connu une première révolution avec l'Internet fixe, on est passé ensuite au mobile, et nous, on a la conviction que la prochaine révolution, c'est le métavers. Et oui. Et là, on n'y est pas encore dans le métavers, malheureusement. Internet n'est pas encore complètement arrivé, vous m'entendez? Ok, non, je vous entends très bien. Désolé pour ce problème technique. Donc, ce que je disais, nous, notre conviction, c'est la prochaine révolution, c'est ce métavers. Donc, ce métavers, c'est quoi? C'est un ensemble d'espaces virtuels interconnectés. Vous allez pouvoir vivre des expériences avec des gens qui ne sont pas forcément physiquement avec vous. Donc ça, on est extrêmement enthousiaste à cette idée de construire ce métavers. Mais comme on l'a dit, on ne va pas le faire tout seul. Il est important de le construire tous ensemble. Avec nos partenaires, avec des marques, avec des entreprises. Et ça va apporter des nouveaux métiers de demain. Donc c'est aussi pour ça ce que vous évoquez est important, ça va créer de nouveaux métiers. Donc on a lancé la semaine dernière, et ça va être ouvert à partir de la rentrée 2022, la première université du métavers. On s'associe avec Simplon. Simplon, c'est vraiment l'organisme de référence pour tout ce qui est formation numérique, gratuite et inclusive. Et on est parti finalement tout d'abord des tensions qu'il y a aujourd'hui. Donc Pôle emploi a identifié 2 tensions principales en termes de métiers. Les développeurs XR. Donc un développeur XR, c'est quoi? Le XR, c'est l'ensemble de la réalité étendue. C'est réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Donc pour construire ce métavers, pour construire ces idées de demain, on aura besoin de développeurs. Ça, c'est le premier métier. Deuxième métier, c'est des agents pour vraiment techniques pour supporter tout ça. Donc ça, c'est les 2 premiers métiers. Alors, parce que Cédric Atlan, on n'a quand même pas énormément de temps ensemble. En plus, je sais que vous avez une petite contrainte horaire. On va aller plus loin dans la manière dont vous le concevez, ce métavers. Il y a aussi l'autre actualité. C'est une union avec d'autres géants du numérique pour construire les standards de demain dans ce métavers. Mais qu'est-ce que vous présentez comme expérience, là, nouvelle, comme service qui présume un peu de demain sur ce festival Cannes Lyon?
Un festival de Cannes, c'est avant tout un festival extrêmement important pour la créativité. C'est probablement le festival le plus influent pour la communication et pour la publicité. Donc c'est avant tout pour ça pour lequel on est là. On est là pour reconnecter avec nos partenaires, avec les agences de création. Et ce qu'on présente tout d'abord, on est partenaire officiel du Métavers pour le festival des Lions et on a un lieu physique d'expérience. Donc ce qu'on présente, c'est tout d'abord de vivre ces expériences. Parce que tous ces thèmes-là, il faut les vivre. Donc on a une présence physique. Je vous donne un exemple. Reels, qui est aujourd'hui en explosion sur Instagram. On a 20% des gens qui utilisent Reels. Il faut le vivre. Donc on a créé un super studio avec un artiste qui s'appelle Felipe Pantone et vous allez rentrer dans l'univers de Felipe Pantone. Vous allez construire votre propre reel à la fois avec Instagram et avec des filtres AR. On a créé un énorme pavillon Horizon World. Horizon World, c'est notre produit aujourd'hui de réalité virtuelle pour que les gens, finalement, pour comprendre ce métavers de demain, c'est d'abord de le vivre aujourd'hui. Et ce qui est possible aujourd'hui, c'est Horizon World. Donc, vous allez mettre votre casque Oculus Quest et vous allez aller sur une plage, vous allez jouer au basket, vous allez rencontrer des gens. Et on a des annonces, des choses qu'on a pu construire avec les marques. Donc, on a annoncé hier les 2 projets, un projet avec Mini dans Horizon World, un projet avec la marque Fender, la marque historique et la marque symbolique de tous les guitaristes, qui seront un des premiers à rentrer dans cet univers d'Horizon World. Merci beaucoup Cédric Atlan, on n'a pas le temps d'en dire davantage. Bon, alors si on veut voir à quoi ça ressemble, il faut se précipiter parce que le salon s'arrête demain, vendredi. Et on n'a pas le temps, Alain, de commenter cette aventure des métavers. Mais alors je crois qu'on a le temps. Oui. Hein, la leçon, c'est qu'il faut d'abord expérimenter pour savoir vraiment à quoi ça pourra ressembler. Merci Cédric Atlan, directeur du Creative Shop chez Meta. Et merci Alain Staron, président, cofondateur d'Artifil. Juste après la pause, on va s'intéresser à ces intelligences artificielles qui pourraient demain être douées de conscience ou pas.